infectieuses sont d'origine génétique. C'est ce qui est vrai dans un certain nombre de cas, parce que vraiment pas vrai dans tous les cas. Et donc, c'est l'équipe leader au monde sur la découverte des modifications génétiques qui font qu'une infection va s'exprimer sous la forme d'une maladie ou ne pas s'exprimer. C'est vraiment une approche qui est extraordinairement importante, à côté des choses que l'on connaissait il y a 30 ou 40 ans, qui étaient les grosses modifications génétiques identifiables. Et bien là maintenant, on rentre dans des choses qui sont très très précises, qui permettent d'éclairer des choses que l'on ne comprenait pas. Par contre, très célèbre, sûrement, c'est pourquoi tout le monde fait un herpès labial et pourquoi quelques personnes vont faire une encéphalie herpétique. Eh bien, on voit bien que dans ce point-là, c'est pas le microbe, le germe qui est en cause, mais quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, dans un certain nombre de cas, pas dans tout, dans un certain nombre de cas, c'est le background génétique. Et donc c'est ça qui va nous expliquer. En tout cas, merci beaucoup d'être. Et en plus, il est dans un autre IHU, un IHU parisien qui s'appelle Imagine, donc un IHU qui n'est pas rival, mais complémentaire. Merci à la présentation de l'invitation. Donc, ce qu'on prétend, c'est pas que les maladies infectieuses sont génétiques, c'est qu'elles sont aussi génétiques. Alors, comme Didier l'a dit, effectivement, on a des recherches dans ce laboratoire de molécules des maladies infectieuses qu'on dirige avec mon collègue Jean-François Denova, à la fois dans l'Institut Imagine sur le campus d'Émienne et aussi à l'Université Rockefeller à New York. Alors, je vais essayer de présenter d'abord un peu un background, pourquoi on va s'intéresser à ces facteurs génétiques dans les maladies infectieuses, et j'illustrerai ça par quelques exemples, dont l'encéphalie herpétique, ça tombe bien, je ne peux pas conserver, et en particulier sur les infections par des mycobactéries. Alors, j'aime bien commencer par cette diapo qu'on avait construite il y a une dizaine d'années. Car sur des données en fait très simples, sur des données d'espérance de vie de l'homme en fait à différentes périodes de l'humanité, on a beaucoup d'informations en fait. Et des informations assez impressionnantes finalement et qui informent pas mal sur le choix qui a été l'impact qu'a pu avoir les maladies infectieuses au cours de l'histoire de l'humanité. Donc ces courbes d'espérance de vie, vous voyez à différentes périodes, donc qui sont très informatif et très complet, montre plusieurs choses vraiment intéressantes. Premièrement, vous pouvez voir qu'entre les périodes préhistoriques et en gros la fin du 19e siècle, la données sur l'identité en 1860, il s'est à peu près rien passé en termes d'espérance de vie chez l'homme, c'est-à-dire qu'on avait ces courbes-là, c'est la même chose, et c'est que dans les 120 dernières années, disons depuis le début du 20e siècle, que les modifications évidemment de l'immigration médicale, en particulier sur les maladies infectieuses, on fait que maintenant, dans les pays développés, comme le Royaume-Uni, on a ce genre de cours. Alors, ici, évidemment, ce qui est tout à fait frappant, c'est que, comme on le sait, et illustré ici, c'est qu'il y avait une mortalité avant 5 ans de l'ordre de 50%. Et évidemment, on va savoir le poids de ces gens sont morts, mais il est absolument évident que la majorité d'entre eux sont morts de maladies infectieuses, de pertes cardiaques, en état d'eau de fièvre, et donc, vous voyez déjà qu'en l'absence de toute mesure médicale de prévention, traitement ou autre, il y a en gros 50% des individus qui vont mourir avant 5 ans, essentiellement de causes infectieuses. Donc, qui doivent être considérés entre guillemets comme ayant une déficience immunitaire reconnue pour répondre à ces pathogènes auxquels ils sont exposés. L'autre chose intéressante que vous pouvez noter, c'est que dans des pays toujours maintenant existants en 2020, qui sont moins développés comme le Mozambique, il y a quand même une nette différence avec le Royaume-Uni, comme vous le savez, et toujours une mortalité infantile négligeable, qui là aussi, malheureusement, comme vous le savez, est majoritairement due à des maladies infectieuses, donc c'est toujours un poids et un fardeau vraiment important de l'humanité, de l'imaginer, tout l'impact qu'a pu avoir les maladies infectieuses sur la sélection de notre génome. Alors, c'est pas un aspect, nous, qu'on étudie directement. Je vais pas vous parler de sélection, et de sélection, c'est pas ce qu'on regarde nous, mais d'autres équipes regardent
très bien. Il y a effectivement des impacts assez forts en termes de sélection sur certains gènes. Mais voilà, pour donner un peu une idée de ce qu'on peut poser de manière infectieuse tout au long de l'histoire de l'humanité. Alors évidemment, une des premières avancées majeures, là pour l'avancée majeure des maladies infectieuses a été la théorie microbienne avec un petit peu de Pasteur. Mais c'est intéressant de noter que dans un de ses travaux sur la maladie des Verassois, de la flacherie en l'occurrence, il notait déjà que ce n'était pas forcément le microbe qui est transmis des parents aux descendants, mais peut-être une prédisposition à la maladie. Et puis ce qui a un peu bouleversé les choses après la théorie microbienne, puisque une fois que la théorie microbienne, on pensait qu'on a compris quand même l'essentiel des maladies infectieuses, c'est cette notion de variabilité. La variabilité qu'on observe entre les individus, à la fois après l'exposition et l'infection. Ça a été formalisé très bien initialement par Charles Nicole, qui a formalisé la notion de l'infection asymptomatique, c'est-à-dire des gens qui sont infectés et non malades. Et cette variabilité, comme vous savez, se retrouve dans la quasi-totalité des maladies infectieuses, à la fois sur le développement de l'infection et chez les gens infectés sur le développement de la maladie, et la variabilité dans l'expression de la maladie. Ici, j'ai mis l'exemple, je reprends un peu plus tard la tuberculose. Si on regarde comment ça se présentait au début du XXe siècle, où il n'y avait pas de mesures très thérapeutiques efficaces, c'est un peu l'histoire naturelle de la tuberculose. Donc voilà, c'est-à-dire de nouveau une mortalité infantile très importante qui est la tuberculose avant l'âge de 5 ans, due essentiellement à des formes disséminées. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait l'âge d'or, la tuberculose, autour de l'adolescence, très classique. Et ensuite, de nouveau, là, c'est des groupes de mortalité, je voulais vous dire. Et ensuite, une mortalité qui augmentait progressivement, liée à la forme pulmonaire classique, qu'on a connue évidemment en Europe pendant les 17e, 18e, 19e siècle. Donc voilà, l'histoire naturelle de la tuberculose, vous voyez, cette variabilité importante. Et comme je le dirais évidemment, l'autre élément important, c'est que la majorité des individus, en fait, ne développaient pas de maladie du tout. Ça, c'est ce qu'on observe chez les gens malades. Et évidemment, la majorité, heureusement, ne développait pas la maladie. Alors, si on revient à cette variabilité, très schématiquement, il y a ces deux étapes majeures, l'exposition à l'infection, on sait qu'il y a des gens qui résistent à l'infection, puis parmi les gens infectés, le développement ou pas d'une maladie clinique, cette notion d'infection asymptomatique. Alors, qu'est-ce qui peut influencer ce processus? Beaucoup de choses. Très schématiquement, encore une fois, deux grands groupes de facteurs, ceux qui sont liés à l'agent infectieux, évidemment, avec des facteurs d'exposition, des facteurs plus intrinsèques, aux microbes, facteurs de virulence, des facteurs saisonniers, on parlait tout à l'heure des liés à l'environnement, tout ça, évidemment, va jouer un rôle. Et le deuxième grand groupe de facteurs, c'est ceux qui sont liés à l'autre, que j'ai séparé, là, puisque m'intéresse facteurs génétiques, facteurs non génétiques, facteurs génétiques. Les facteurs non génétiques sont également tout à fait importants. Là, en tant que tel, comme on vient de vous montrer, joue un rôle majeur. C'est pas la même chose d'être infecté à 1 an de vie, 15 ans de vie, ou à 80 ans. Et par ailleurs, toute cause d'immunodéficience acquise, quelle qu'elle soit due à des traitements, qu'elle soit due à une infection comme l'infection par le VIH, qu'elle soit due à une autre pathologie, une comorbidité, ce que vous voulez, la cause d'immunodéficience acquise, évidemment, va également influencer ce processus. Et puis, il y a les facteurs génétiques, évidemment, qui sont ceux dont je vais parler un peu plus et qui nous intéressent en premier lieu. Ces facteurs génétiques sont, pour faire simple, évidemment censés intervenir par le biais de la réponse immunitaire, c'est-à-dire par l'altération, la modification du rôle de certaines protéines codées par les gènes qui vont jouer à n'importe quelle étape du processus de la réponse immunitaire au sens très large, innée, adaptative, ce que vous voulez. Voilà un peu un schéma très général. Donc c'est évidemment très difficile de savoir quelle est la part respective de tous ces facteurs, ça dépend énormément des contextes. On peut juste dire de façon plus générale, c'est que si vous prenez deux situations un peu extrêmes, l'une qui est la survenue brutale d'une épidémie par un agent infectieux qui a fait beaucoup parler jusqu'à présent, vous pensez que dans cette situation-là, les facteurs microbiens ou environnementaux sont évidemment
premier rang des facteurs causaux. Si à l'opposé, vous prenez une situation d'endémie avec une population qui vit dans une région endémique pour tel ou tel facteur, tel ou tel microbe, tuberculose, dans ce genre de situation, la variabilité que vous observez dans cette population-là a toutes les chances d'être plus due à des facteurs de l'autre et probablement des facteurs génétiques si les autres facteurs sont relativement élevés dans la population considérée. Alors, donc le but ici est de chercher à comprendre pourquoi cette variabilité, en fait, pourquoi certains sujets vont être exposés, non infectés, infectés, mais non malades, et en identifiant les gènes qui peuvent être impliqués et essayer de répondre à la question par l'identification des gènes en cause, on va pouvoir évidemment déterminer, identifier les circuits réponsaires qui sont vraiment importants en conditions naturelles d'infection chez l'homme. Alors, sur l'aspect génétique humaine, juste 2-3 mots pour vous dire un peu quelle est l'architecture génétique en quelque sorte qu'on va envisager, qu'on va rechercher. C'est toujours utile dans la génétique humaine de considérer ces deux pôles de prédisposition génétique. L'un qui est la génétique en quelque sorte mendélienne, monogénique, là on va rechercher des mutations rares avec des effets individuels forts, c'est toute la génétique monogénique classique, souvent des mutations qui peuvent avoir une perte de fonction complète et qui vont entraîner donc un effet très fort au niveau de l'individu, qu'on appelle la pénétrance complète, en tout cas très forte. Et ce genre de prédisposition va plus volontiers évidemment les rechercher dans des pathologies qui elles-mêmes sont plutôt rares, puisque les mutations sont rares, et assez sévères, parce que ça prend des effets assez importants de ces mutations. De l'autre côté du spectre, parce que le spectre est un peu continu, comme je le dirais à plusieurs moments dans l'exposé, on a cette génétique plus complexe. On va rechercher plutôt le rôle de variants beaucoup plus fréquents, des polymorphismes, qui vont avoir des effets individuels beaucoup plus modestes, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter un peu le risque de la maladie, un facteur 2, même moins que 2, enfin, c'est ce qu'on appelle le risque relatif, le loss ratio. Donc c'est beaucoup plus modeste, plus moins individuel, mais qui peut être relativement important au niveau d'une population parce que justement ces variants sont relativement fréquents. Et là, classiquement, évidemment, on va aller chercher toujours les pathologies plus fréquentes. Et évidemment, toute cette recherche a été beaucoup modifiée par toutes les avancées en génomique qui sont produites, on va dire, ces 15 dernières années. Donc, les dernières en date, étant il y a une dizaine d'années, l'arrivée des possibilités de génotypage avec des plus, des génotypages qui permettent de génotyper des millions de variants, ce qu'on appelle les SNP, single nucleotide polymorphism, les SNP dans le langage. C'est des variants nucléotidiques qui ont un chemin, on va génotyper. Plus récemment, donc l'arrivée des techniques de séquençage algorithmique permettent maintenant de séquencer directement soit le génome dans son entier, c'est déjà faisable et même à des coûts qui deviennent relativement abordables. Mais ce qui est fait maintenant très généralement, c'est le séquençage des régions collantes du génome, le séquençage de l'exome, qui maintenant est fait extrêmement couramment, c'est-à-dire dans les études génétiques, qui permettent évidemment de détecter l'ensemble des variants rares, communs, y compris des insertions, des lésions, des variants toutes les variations d'ADN. Alors je voulais essayer aussi de faire passer cette idée de spectre de composition génétique, mais avec une échelle un peu différente, c'est-à-dire en mettant ici en ordonnée le nombre de microbes auxquels le patient va être susceptible et en abscisse le nombre de gènes en quelque sorte responsables de la prédisposition au niveau de l'individu. Je parle au niveau de l'individu, je parle pas au niveau de la population. C'est un schéma disons individuel, c'est pas un schéma individuel. Alors juste pour vous dire là-dessus que les deux situations un peu classiques, c'est d'une part ce qu'on appelle les déficits immunitaires
primitifs classiques. Il y en a énormément, il y a plus de 200 gènes qui ont été décrits qui causent les déficits immunitaires primitifs. Les plus classiques, disons, c'est ce qu'on appelle les SCID, les Severe Combined Immunodeficiency, qui sont dus à des mutations génétiques qui vont en gros conduire à l'absence de population lymphocytaire, et B, T, NK, une combinaison de tout ça. C'est évidemment des pathologies extrêmement sévères qui vont se traduire par une prédisposition de ces enfants à une multitude de microbes, en fait, bactéries, virus, champignons. Ce sont des pathologies tout à fait sévères, qui alertent sur les gènes qui sont modifiés. C'est ce qu'on appelle les déficits immunitaires classiques, qui sont évidemment monogéniques, donc il y a un gène et plein de microbes pour lesquels un enfant est sur le côté susceptible. Alors de l'autre côté, on a des maladies communes, infectieuses, dans lesquelles il était assez classique de dire que la prédisposition était plutôt de nature polygénique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plusieurs gènes impliqués chez un individu, chacun de ces gènes est en effet assez faible, et que l'ensemble de tout ça va faire une prédisposition plus ou moins importante. Nous, ce sur quoi on a travaillé et dont je parle aujourd'hui, c'est plutôt des choses un peu différentes. D'une part, ce qu'on a appelé plutôt ces systèmes immunitaires nouveaux, qui vont être monogéniques, nouveaux à gène, mais qui vont conférer une prédisposition extrêmement sélective à un agent infectieux. Et donc là, je parlerai de l'ensemble affective, d'une part, d'un syndrome de prédisposition à une infection bactérienne. Et de l'autre côté, des effets plutôt dits de gènes majeurs, ça va des effets un peu intermédiaires, où il y a quand même un gène principal qui va prédisposer à une maladie un peu plus commune. Et là, je détaillerai un peu plus cette notion dans la maladie. Donc c'est un peu ce concept d'un gène et d'une infection qu'on va essayer de développer dans les endroits. Je vais commencer par l'actualité athlétique, qui est un peu le paradigme de la pathologie qui nous la démarche qu'on a dans le laboratoire. Vous connaissez cette pathologie qui est le virus stress simplex 1, qui affecte la grande majorité des adultes partout dans le monde, et qui cause, qui sont soit totalement asymptomatiques, soit effectivement qui sont causés un bouton de fièvre de façon relativement fréquente, c'est dans le milieu, mais c'est quand même pas dramatique. Et puis sur une personne sur 200, 300 000 a développé cette maladie extrêmement sévère, l'entraîne pathétique, qui jusqu'à l'avènement de la cyclovir a été le plus souvent mortelle, et qui depuis la cyclovir aux années 80 plus mortelle, disons, mais peut tout à fait générer des séquelles non négligeables chez les patients. Donc ça reste une pathologie particulièrement sévère. Et depuis qu'on avait trouvé ces encéphalites dans les années 40 et de sa espèce, en gros, personne ne comprenait la pathologie de cette maladie. Et effectivement, savoir pourquoi ces sujets, en particulier les enfants, avaient développé une encéphalite. Et donc, il n'y avait aucune notion particulière de clustering familial, de déficit immunitaire qui était connu pour prédisposer à cette critique. Et donc, vraiment, un peu par principe, on a posé l'hypothèse que cette pathologie pouvait être d'origine génétique. Et donc, on a commencé cette exploration il y a maintenant plus de 10 ans, dans les années 2000. Donc, à une période, il faut se souvenir, pour ceux qui plus jeunes d'entre nous, il n'y avait pas le séquençage allotémique. C'était un peu plus compliqué pour l'exploration des gènes et des mutations. Donc, on a commencé par recueillir des familles, des patients dans une enquête française. On est parti des enfants. L'encéphalie peut se faire chez les enfants ou chez les adultes. Hein, mais il y a un pic à la fois chez les enfants et sur les sujets adultes. Pour les raisons que je redirai à la fin, on s'intéresse volontiers aux enfants, parce que les effets génétiques, évidemment, s'ils sont forts, ils vont se manifester tôt dans l'enfance. Et pour les agents infectieux, évidemment, dès la première infection, l'effet génétique va se révéler si l'enfant va exposer au virus. Dans cette enquête, sur une petite centaine de familles, on s'est déjà rendu compte qu'il y avait un taux élevé de familles consanguines, ce qui
n'était pas connu déjà confortait un peu l'hypothèse génétique. Et il n'y avait pas d'autres herpétiques dans les familles, mais quand même des infections un peu sévères, notamment oculaires. On les a pas rapportées au premier degré. On a en parallèle recueilli aussi les familles à l'étranger, et là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de familles consanguines, ce qui nous confortait sur la possibilité d'une transmission génétique. Et la stratégie qu'on a utilisée, en tout cas au début, encore une fois, il n'y avait pas le séquençage au début, était une approche à la fois qui combinait, si vous voulez, une approche circuit candidat, on explorait chez ces patients par des études fonctionnelles sur leurs cellules, leur réponse ou leur production d'interféron type 1, pour voir s'il y avait des défauts de production du défaut de réponse. C'était le cas. Et par ailleurs, une approche génétique génomantique, puisqu'on n'avait aucun gène candidat éventuel. Donc initialement, on devait se faire que par étude de liaison génétique, en particulier dans les familles consanguines, et qui maintenant, évidemment, depuis quelques années, peut se faire aussi par des séquençages de génome. Et donc, je vais vous parler de ça, c'est ce qui nous a permis de détecter les premiers défauts, en fait, les premiers gènes, cette approche-là. Et là, on a en particulier exploré des voies de production d'interférons de type 1 qui passent par les voies TOL. Donc, il y a ces TOL qui reconnaissent le type 0, c'est d'une part le TOL 3 et puis le groupe TOL 7, 8, 9, avec des voies de signalisation différentes. Et c'est ces deux voies qu'on a explorées. Donc, ça consistait en gros à stimuler les cellules avec des ligands des différents récepteurs et de voir les cellules de patient en tout cas étaient capables de produire ou pas de façon appropriée des interférences. Et donc en faisant ça, on a détecté deux premiers patients qui tous les deux étaient issus de familles consanguines, qui avaient un défaut de réponse justement à tous ces types 3, 7, 8 et 9. Et ce qui nous a évidemment beaucoup aidé, parce que là, on a évidemment séquencé des gènes candidats relativement évidents, puisque à l'époque, on n'avait pas le séquençage au début, donc on ne pouvait pas faire un séquençage à grande échelle, donc c'était un séquençage candidat par candidat. On n'avait rien trouvé et on a eu la chance, là, pratiquement simultanément, a été publié un papier chez La Souris, où il décrivait une souris qu'ils avaient obtenue par mutation aléatoire par le technique de LU, qui avait un phénotype immunologique de nos patients. Il ne répondait pas aux récepteurs TOL 3, 7, 9. Et chez laquelle, parce que chez la souris c'est quand même un peu plus simple, vous avez pu identifier la mutation responsable, et qui est située dans un gène qui s'appelle E93B1. Probablement vous dire absolument bien, si vous ne connaissez pas cette histoire. Et effectivement, un gène dont la fonction à l'époque est totalement inconnue, donc il est évident que sans cette information, on n'aurait jamais détecté séquencer ce gène. Et sans les techniques qu'on a fait, je pense que j'avais dit peut-être dans quelque chose. Donc là, on n'aurait pas pu aller plus loin. Mais grâce à cette information, on a évidemment séquencé l'homologue humain. Et nos patients étaient effectivement mutés dans ce gène, la mutation polyzygote, qui conduisait toutes les deux à des monostops prématurés, donc une protéine extrêmement tronquée. On a pu ensuite montrer que, par tout un tas d'expériences fonctionnelles, par des complémentations, on pouvait restaurer la réponse au TLR3 par son ligand qui est polylysé. Si le patient ne répond pas, et si on le transfère avec la lèvre sauvage de 93B1, on restaure la réponse polylysée. Tout à fait convaincant pour montrer que ces mutations étaient effectivement causales. Alors peu après, on a identifié d'autres patients, deux autres, qui eux avaient un défaut de réponse spécifique au TLR3, non pas au TLR7-9. Donc là, ça a été un peu plus simple, puisque là, le premier gène candidat assez évident, qui est TLR3 lui-même, qu'on a séquencé, c'est révélé être muté. Donc là, on a pu identifier des mutations du gène TLR3, qui a été hétérozygote, et qui ont un effet dominant négatif. On peut montrer par différentes expériences où on augmente par exemple la transfection de la LMT et qui va altérer de plus en plus la réponse au lycée. Même genre de stratégie, donc une nouvelle étiologie chez le patient. Alors ensuite,
d'autres mutations de TLR3, la plupart hétérozygotes, mais de façon très intéressante, on a aussi identifié un défaut récessif de TLR3, c'est-à-dire que cet enfant, qui n'est pas d'une famille consanguine, mais hétérozygote composite, donc il a reçu deux allèles nuls, son père inférieur, deux allèles différents, et il a un défaut complet de TLR3. Et j'y reviendrai, puisque donc cet enfant n'a pas de TLR3 du tout. Et je vous rappelle que son seul phénotype, si on peut dire, c'est l'encéphalopathique. Il a évidemment été exposé au virus commun auquel les gens sont exposés, et il n'a pas d'autres manifestations infectieuses. Alors on a continué à dérouler le passway, et on a pu identifier aussi des mutations dans d'autres gènes du même passway TLR3, d'autres molécules qui sont impliqués dans la signalisation en aval de TLR3, notamment les molécules TRIF-TRAF3, TBK1. Donc à chaque fois, 2-3 patients mutés dans ces gènes. Donc une pathologie avec, pour l'instant en tout cas, une certaine homogénéité physiopathologique, mais une assez grande hétérogénéité génétique. Il y a déjà 5 gènes différents qui sont mutés chez ces patients. Mais pour l'instant dans le même passway, mais c'est pour dire que c'est le passway qu'on a essentiellement exploré jusqu'à présent. Donc c'est assez intéressant sur le plan médical, puisqu'on peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas ajouter l'interféron alpha à ces patients en plus de la cycloline, puisque le problème c'est qu'ils ont une production quand même altérée de l'interféron de type 1. Et donc ce qu'on fait évidemment maintenant, c'est d'explorer de façon plus large, que ça représente de l'ordre de 15 à 20% des patients qu'on a explorés sont expliqués par ces mutations, et il nous reste encore la majorité de la cohorte pour laquelle on n'a pas trouvé de mutation, donc il y a encore sûrement des choses à trouver. Et cette fois-là, on peut les explorer par un propre type de séquençage. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et juste pour conclure là-dessus, donc là, ce qui est clair, c'est que cette altération de ce passway TLR3 prédispose à l'entrée des therapéutiques. On a même pu le montrer directement dans les cellules du système nerveux central, grâce à des études qui ont été menées en fait sur des cellules du système nerveux central qui ont été dérivées des patients via la technique CPS, c'est-à-dire qu'on a pu prendre des fibroblastes de ces patients et puis les dériver en IPS, puis les en cellules du système nerveux central. On a fait toutes nos expériences démontrées initialement qui étaient sur cellules sanguines ou fibroblastes. On a pu le faire également sur neurones, niveau dentique, etc. Et on a pu montrer le défaut de la réponse. L'autre chose qui est intéressante aussi, vraiment, c'est cette notion que ce passway, notamment le TLR3, est redondant pour la réponse à beaucoup d'agents infectieux et beaucoup de virus qui n'est pas forcément attendu compte tenu des résultats de réalisation. Alors évidemment, ces patients qui viennent partout dans le monde, exposés à des virus communs, ça n'explique pas que s'ils sont confrontés à un virus plus rare, c'est plus un virus commun, ils n'ont pas d'autres infections graves en dehors de cette étape. Sur le plan génétique, donc ça valide un peu notre hypothèse de recherche qui est qu'un grand nombre de ces pathologies infectieuses rares et sévères dues à des agents infectieux sont en tout cas pour une bonne partie dues à des défauts génétiques de la réponse immunitaire. On a d'autres exemples qui sont en cours d'exploration, on n'explore pas, on explore des situations, c'est trop. Et là, on a eu un exemple récent sur un enfant qui avait une idée particulièrement sévère, chez lequel on a trouvé une mutation du gène IRF7. On a beaucoup de mutations aussi dans les pathologies d'infection invasive à pneumocoque, là c'est plutôt la R4 ou 88 qui est impliquée. Et puis, donc sur les maladies bactériennes, je vais vous en parler maintenant, c'est aussi une pathologie un peu phare de la recherche auquel, en particulier, le collège Jean Valjean, donc c'est ce syndrome qu'on appelle MSMD, pour Mendelian Synthetic Mycobacter Disease. Donc ce sont des enfants qui vont faire des infections disséminées à mycobactéries qui normalement ne sont pas développantes. Donc
la majorité des gens, ces mycobactéries étant soit les mycobactéries environnementales auxquelles on est tous confrontés, soit une mycobactérie particulière qui est une BCG, qui est administrée chez beaucoup d'enfants à quelques mois de vie. Donc ce sont évidemment des enfants qui par ailleurs sont parfaitement sains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cytimie chronique, et ils ne font pas d'autres infections particulières. Et c'est une pathologie pour laquelle on avait déjà noté depuis un certain temps qu'il y avait à la fois les formes familiales et de la consanguinité. Donc c'est des pathologies qui peuvent être assez variables en termes de sévérité, allant jusqu'à de choses relativement banales, mais quand même assez ennuyeuses, à une infection disséminée mortelle. Alors l'exploration de ce syndrome a abouti à l'identification de mutations de toute une série de gènes. Ça a débuté dans les années 95. Et tous ces gènes, pour l'instant, les molécules là, sont de près ou de loin impliqués dans l'immunité médiée par la voie interleucine interféron gamma. Très schématiquement, c'est vraiment très schématique, parce que la mycobactérie va être phagocytée dans les cellules type représentatives antigènes. Ça va induire la production de seconde cytokine dont l'IL-12 qui va aller stimuler par l'intensité MK la production d'interféron gamma qui lui en retour va aller stimuler toute une série la production de toutes ces molécules qui ont vocation à combattre les mycobactéries qui sont alors, vous voyez en rouge toutes les molécules qui ont été trop limitées, donc ça va de sous-unité de l'IL-12, du récepteur de la chaîne d'épingle des récepteurs, les deux chaînes de récepteurs de statin, qui est une molécule translucinéale, et d'autres molécules, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais juste insister sur 2-3 choses. Alors d'abord, on va vous dire que les molécules qui sont mutées ici, en fait, c'est tout à fait intéressant sur le plan médical, parce que le problème des patients qui sont mutés ici, c'est qu'ils ont un défaut de production d'interféron gamma. Alors que ceux-là ont un problème de réponse à l'interféron gamma. Ceux qui ont un problème de production d'interféron gamma ont tout à fait traité en disant antibiotiques par l'interféron gamma. C'est ce qui leur manque, et ça peut tout à fait marcher, parce que parfois, c'est les seuls antibiotiques qui ont du mal à régler le problème. Alors, l'autre chose que je vais maintenant développer plus, c'est le fait que le défaut du récepteur de l'interleucine bêta 1, d'une part, est d'assez loin le défaut le plus courant, et d'autre part, c'est ce qui nous a permis de faire le lien avec les contributions maladiennes à la tuberculose, parce que c'est comme ça qu'on a trouvé les premières formes en fait, de contribution maladienne à la tuberculose. Alors d'abord, juste pour vous donner une idée, donc c'est maintenant plus de pas moins de 200 patients qui ont ce défaut. C'est un défaut autosomal récessif, c'est un défaut complet, le récepteur est complètement non fonctionnel. Donc, la plupart sont homozygotes qui viennent de la consanguine, mais il y a aussi des hétérozygotes positives, c'est une complication, vous ne pouvez pas, des hétérozygotes très importantes, et là encore, c'est pas tout à fait à jour, il y en a encore plus maintenant, donc il y a plus de communication antigène. Par contre, il y a une espèce d'homogénéité physiologique puisque tous les patients ont un défaut complet de réponse à l'IL-12. Donc là, c'est ce que vous voyez. Pour regarder surtout la différence entre la stimulation et la production d'interféron gamma, stimulée soit par BCG, soit par BCG du CL12. Donc ce qui compte, c'est la différence entre le BCG et le BCG du CL12. Donc chez les témoins, il y a à peu près 2 logs de différence. Par contre, chez les patients, il n'y a pas du tout d'effet lorsqu'on a une production d'interféron gamma sur la partie de l'IL-12. Et alors ce défaut, comme je vous disais, nous a permis d'identifier en fait, les premiers cas de tuberculose mendélienne, puisque lorsqu'on a ce genre de défaut, on va regarder comment ça se présente dans la famille. Et donc on a commencé à trouver quelques familles où il y avait la place sur un MSM classique, et puis dans la même famille, dans la fratrie, et en particulier dans les familles qui vivent en zone endémique de tuberculose, on a trouvé une sœur, par exemple, qui est tuberculose abdominale et qui était porteuse exactement du même défaut que là, je trouve aussi un défaut complet de récepteur organique. Dans quelques familles, une tuberculose sévère de l'enfant un peu particulière, et leur
mutation IL-12, de l'IL-12 arbutin, on a trouvé effectivement par exemple dans cette famille, en Espagne, les deux sœurs étaient porteuses de défauts complets de récepteurs de IL-12 qui est un peu la preuve du principe que si c'est qui prédisposait à des nouvelles calculs virulentes, qui prédisposait aussi à des nouvelles calculs virulentes comme la tuberculose. Et là, évidemment, faut-il que les enfants en question vivent dans les autres endroits, alors que pour les MSMD, c'est partout dans le monde, puisque c'est soit les DCG, soit les contacts environnementaux, ça, il y en a partout. Alors, par exemple, on a fait une recherche après quelques années après, un peu plus systématique, où on avait séquencé l'IL-12 vers les canards, de façon systématique chez 50 enfants qui avaient des tuberculoses sévères. Et en faisant ça, on a quand même trouvé deux qui étaient porteurs de nouveau de mutations nucléaires pour le gène de 2 sur 50, c'est quand même 4%, et là on a séquencé qu'un seul gène. Donc c'est quand même pas complètement inévitable. Alors ce qu'on fait maintenant, évidemment, au niveau avec l'arrivée des séquençages de la vie, c'est qu'on recherche des mutations moléculaires, d'autres gènes, du souhait mais aussi de façon. Et on a identifié depuis d'autres mutations dans d'autres gènes, type 2 par exemple, qui sont en même passage, mutations de tuberculose, et on identifie de plus en plus, si je puis dire. Donc la proportion finalement de cas d'ingénieur tuberculose chez ces enfants qui ont des formes assez disséminées, ce sont les formes qu'on voyait en relativement qui auraient dû à des causes génétiques fortement prédisposées par les gènes. Donc si on reprend ce schéma de la tuberculose, comme un peu je le montre au début comme maladie infectieuse, donc l'exposition à l'infection dont on a un mot à la fin, et chez les sujets infectés par le bacille, vous savez probablement, il y a une minorité, à 5% pour faire simple, qui vont développer une forme de tuberculose primaire, c'est-à-dire dans les 2 ans en gros qui suivent l'infection, et qui, encore une fois, dans les pays endémiques, est souvent une tuberculose de l'enfant, qui s'infecte une infection sur en France, et qui est assez volontiers extrapulmonaire, par contre sévère comme jeune. Par contre, la majorité des gens qui développent une infection latente, c'est classique, et comme vous savez peut-être, on estime qu'à peu près un tiers de la population mondiale a une infection latente à la tuberculose. Et là-dedans, une minorité, environ 5%, va développer au cours de la vie une tuberculose pulmonaire, le plus souvent dans la récupération, même si on peut notamment faire des infections, des choses comme ça. Donc si on fait le parallèle avec ce que je vous montrais tout à l'heure, donc là ce que je vous ai raconté, c'est que nous on a identifié quelques mutations rares aussi qui en partie, en fait, certains enfants expliquent ces paradis ici. Il est clair que le circuit entre les interféromonales joue un rôle vraiment important. Et ça correspond typiquement à ces formes qu'on observait dans les périodes historiques, si je puis dire, différentes. C'est ça, alors, par contre, pour la partie pulmonaire, donc qui est vraiment cette partie-là, ça reste beaucoup plus compliqué et poursuivi, on va dire, sur le plan génétique. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, dont je vais vous dire quelques mots. Pour l'instant, on est loin d'avoir identifié des choses très claires, disons, dans cet aspect-là. Alors, je vais vous mentionner ici juste les études dites génome entier, genome-wide. Je ne vous parle pas, il y a eu des multitudes d'études génétiques sur gène codeur à la tuberculose, des multitudes. Chacun a testé son gène dans le temps. Par un schéma évidemment qui est de tout ça, vraiment, il y a peu de choses vraiment convaincantes. Il y a très peu de choses interprétées, c'est quand même hyper majeur, de façon vraiment indiscutable. Donc, raison pour laquelle ici je vais juste parler des études génome entier, parce que là au moins on fait l'abstraction de choix qui peut être assez discutable. Les études génome entier, il y a des génome entier de l'association, c'est la GWAS, Genome Study, j'en verrai un tout petit mot à la fin. Là, je vais vous parler essentiellement d'une approche qu'on avait choisie nous, qui est l'approche de liaison génétique, du clonage conditionnel. Alors, on fait d'abord une liaison génétique génome entier, et ensuite l'association à la région.
avait fait au Maroc, des familles, dans les ménongétiques, il faut des familles multiplexes, c'est des familles qui ont plusieurs cas de tuberculose pulmonaire, et on peut alors tester c'est-à-dire voir s'il y a des régions chromosomiques qui sont partagées plus volontiers par les sujets atteints dans les familles. On avait pu identifier comme ça une région sur le chromosome 8, dans laquelle on a fait une association assez dense, avec plus de 3000 SNP dans cette région chromosomique. Et là, je vais assez vite, donc c'est une région qui fait à peu près 5 mégabases. Et on a testé dans un premier échantillon, puis dans un deuxième échantillon indépendant. Et on a pu reproduire le rôle de deux SNP. En fait, il fait ici un gène tox, on va dire un mot après, avec un résultat initial qui donnait avec cet SNP ici, les autres ratios de l'ordre 2, et puis la ligne de 10.5 qui était pas mal, mais à ce stade, peut-être pas complètement convaincant. Ce qui est intéressant, c'est quand on a regardé les résultats par âge des patients, stratifier les patients suivant qu'ils avaient développé leur tuberculose pulmonaire avant ou après 25 ans, et bien l'effet s'est considérablement augmenté chez les sujets qui avaient développé leur tuberculose avant 25 ans. Et ce sera ceux qui passaient entre presque 3 pour certains d'entre eux, ils avaient 10.8, ce qui était plus fort et qui va bien avec la notion que lors de la vaccin, les effets génétiques les plus forts vont se manifester évidemment le plus tôt. Par ailleurs, on a pu de plus valider ce résultat dans un autre échantillon complètement indépendant, sur les flots Maroc et Madagascar. On a retrouvé les produits de l'humanité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gène tox, c'est un facteur nucléaire qui est impliqué dans le développement de certaines cellules immunitaires, en particulier des cellules CD4. Et évidemment, on connaît le rôle majeur des cellules CD4. Par l'intermédiaire de l'infection de l'IH, dans le développement de tuberculose, là, c'est tout à fait intéressant. Le gène, et de plus, il y a un SNP qu'on a identifié qui pourrait avoir un rôle fonctionnel, c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant, pour ne pas les situer pour la raison d'abattage en code, si vous connaissez l'information. Sur la région régulatrice en particulier, donc ce SNP qui est ici est situé juste au milieu d'une région qui est considérée comme un transcription factor binding site. D'autre part, il y avait des études précédentes qui avaient été faites sur les cellules dendritiques qui montraient que les homozygotes pour la LRA, donc les GG, qui sont chez nous ceux qui sont prédisposés à la tuberculose, avaient des expressions de tox un peu plus basses que les autres génétiques. C'est extrêmement préliminaire. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de valider ce rôle fonctionnel, enfin, en tout cas de rechercher sur des cellules un peu plus pertinentes et de façon un peu plus large. C'est vraiment ce qu'on fait actuellement pour pouvoir voir si ce SNP, ce tox, a un rôle important dans le. Donc, un mot sur les études d'association génome entier, les GWAS. Il y en a eu deux principales, on va dire, qui portent sur des échantillons tout à fait substantiels en termes de taille. La première sur des patients originaires d'Afrique de l'Ouest, 3500 patients, ça fait une contrôle de des collègues allemands et britanniques. Et en fait, c'est un peu assez décevant quand même, sinon ils ont juste identifié, si je puis dire, deux SNP, mais vraiment à la limite de la significativité, avec des effets extrêmement modestes, comme vous pouvez voir. Le ratio de l'ordre de 1,2, évidemment c'est très modeste, et un autre nettement plus récent en Russie, de nouveau très très gros échantillons, et résultat relativement décevant, parce que de nouveau juste un SNP ailleurs. Alors les deux premiers sont dans des régions de l'Interfini, l'autre très jeune, c'est pas un BAP1, mais pas très intéressant si je peux dire. On a fait aussi, nous, un GWAS au Maroc, des échantillons plus petits et évidemment un peu particulier. Je pense que la leçon qu'il faut retenir de ça, c'est que, en tout cas, les variants communs, je vous rappelle que les études d'association génome entier, donc qui se font avec cette liste de génotypage dont j'ai parlé au début, explorent des polymorphismes plus communs. C'est le principe de ces études, les génotypes et les SNP sont des SNP communs.
commun mondial supérieur à au moins 2-3%. Et donc la leçon qu'on peut retenir, c'est que ces variants communs, ces transmissions, ont probablement un rôle quand même assez limité dans la tuberculose pulmonaire. Aucune étude à pour l'instant montre quelque chose de... En tout cas, les phénotypes ont été considérés et les méthodes ont été utilisées. Ce qui veut dire qu'il faut réfléchir un peu à autre chose, en particulier rechercher peut-être le rôle des variants plus rares, justement on peut cela explorer par ces approches de séquençage allogénique, et aussi travailler un travail plus important sur les phénotypes pour identifier des patients plus homogènes, des patients qui sont à l'âge précoce survenu, ça on a déjà un peu fait, des patients qui viennent de formes familiales, des patients qui ont des formes récurrentes, par exemple, des patients qui sont un peu particuliers dans lesquels on peut espérer trouver des effets génétiques plus forts, peut-être liés à des variants plus rares. C'est ce sur quoi en fait on travaille. Pour résumer sur la tuberculose, donc, le rôle commun le rôle des variants communs est en limité, le rôle des variants TOF sont très indépendants sur les moments. Et là, juste un mot pour dire qu'on s'intéresse aussi à cette première étape tout à fait intéressante. Il y a manifestement des gens largement exposés à la tuberculose qui sont résistants à l'infection. Alors, le problème, c'est que le phénotype d'infection est lui-même insuscitable, puisqu'il se mesure les moyens directs liés à la tuberculose dans les tests hydrales de production d'interféron gamma. Mais néanmoins, il y a des sujets qui restent négatifs à ces deux tests, alors qu'ils sont très largement exposés à la tuberculose. Bon, ça s'intéresse beaucoup à ce phénotype, et on a fait une étude aussi là-dessus, des plateformes de ici. Tout ça pour évidemment mieux comprendre les circuits immunologiques impliqués, en particulier dans cette étape-là, parce que la tuberculose de réactivation, la tuberculose pulmonaire de réactivation, même si sa pathogénèse reste quand même, pour l'instant, extrêmement mal connue, et c'est possible. Il faut avoir mieux compris comment on passe de l'infection latente à la tuberculose de réactivation, on a besoin un grand temps pour la tuberculose pulmonaire, tout à fait de raisons particulières pour des de prévention, changer des traitements qui sont un peu différents des traitements antibiotiques, ce genre de choses. Voilà, pour terminer, je reviens à cette sorte de spectre génétique, avec cette fois un schéma peut-être un peu plus classique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un schéma très classique en génétique humaine qui s'applique à la majorité, c'est une quasi-totalité des pathologies humaines. Là, ce spectre est représenté en fonction d'une part de la fréquence du variant impliqué, donc il a de très rare, et là, de l'effet génétique qui va être présenté en termes de risque relatif ou de ratio, comme vous voulez, c'est la même chose, on va dire, très simple. Donc là, 1.5, évidemment, c'est très modeste, 50, ça commence à être particulièrement fort, ça peut aller évidemment là, parce que 100, 1000, voire même l'infini, parce qu'il n'y a pas de navigation, très toujours la médecine, il n'y a pas de simple organisation. Donc c'est un spectre qui se déroule sur cette diagonale en quelque sorte, où là vous avez les maladies rares qui posent des maladies endémiques, ce que vous avez décrit, donc ça, comme vous l'avez dit, il y a des maladies infectieuses, en particulier dans ces phénotypes un peu extrêmes, et il peut y avoir des implications thérapeutiques, cliniques, non négligeables, dans les syndromes d'identité. Donc là, on va, vous avez ces fameux variants en polymorphisme, ceux typiquement qu'on recherche dans les études chinoises, vous avez un rôle vraiment limité dans la tuberculose. Il y a d'autres maladies infectieuses. Alors globalement, les GWAS n'ont pas été très contributifs dans les maladies infectieuses, il y a quelques exceptions. En la lèpre, par exemple, les maladies mycobactériennes, il y a quand même un certain nombre de signaux dans les GWAS qui sont très intéressants. Et probablement un des plus beaux succès des GWAS dans infectieuse a été la découverte du variant IRF1-QD, dans l'occurrence du virus HIV, donc c'est probablement GWAS qui avait été fait initialement sur très peu de sujets, parce que l'effet est très très fort. Initialement sur des sujets sur la clémence sous traitement, mais qui est aussi un effet qui se sert en clémence spontanée. Et
Et puis nous, on s'intéresse beaucoup à ces variants justement avec les gènes intermédiaires, je l'appelle Bondy dans les gènes majeurs. Là, je pense qu'il y a un travail important à faire sur les phénotypes, il faut trouver les phénotypes homogènes qui ont des particularités par rapport à la tuberculose. C'est vaste, ça recouvre beaucoup de choses. Un travail sur les phénotypes, c'est des variants qu'on peut maintenant explorer par ces techniques de séquençage au début, alors qu'avant, on ne pouvait pas les explorer vraiment de façon efficace. Et donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est aussi un stade qui dépend de l'âge, et c'est vraiment important, c'est-à-dire que les effets mendéliens vont s'observer chez l'enfant lors de la primo-infection. Alors évidemment, je trouve que la primo-infection, on ne voit pas que ce soit des agents d'infection avec en commun, mais la primo-infection survienne dans l'enfance, sinon évidemment, ça n'interviendra pas dans l'enfance. Pour la plupart des pathogènes dont je vous ai parlé, c'est des pathogènes assez communs, où il faut que les gens vivent évidemment en zone d'enjeu et être exposés dès l'enfance à tel ou tel agent d'infection. C'est peut-être gène majeur, peut-être pour des adolescents ou des adultes, alors qu'après, chez l'adulte, c'est probablement un peu plus complexe dans les mécanismes qui peuvent faire intervenir soit l'infection, soit la réplication. Voilà. Donc, comme j'ai vu au début, c'est un labo qui est à la fois à Paris et à New York, avec mon collègue Jean-Jean Perrois, et beaucoup de gens sont intervenus ces équipes que j'ai mentionnées. Je ne vais pas tous les citer, non seulement des gens de laboratoire, évidemment, qui ont fait des expériences, mais on a également énormément de collaborateurs à travers le monde, des cliniciens qui ont des patients avec une pathologie particulière, des collaborateurs au Maroc et au Madagascar pour les études de tuberculose, en France pas mal de différences thérapeutiques, et au Canada aussi sur les tuberculose. Je vous remercie. Sur les... J'ai plus d'espoir d'étudier des choses sur les maladies virales que sur les maladies bactériennes. Pour une raison qui est... parce qu'il y a un concept qui est émergent dans les maladies bactériennes et qui, je pense, n'est pas, et singulièrement la tuberculose, n'est pas encore rentré clairement dans l'industrie, c'est qu'en réalité, la définition des espèces ne correspond pas à l'identité biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tuberculose. Il y a en particulier, la tuberculose, c'est un très bon exemple parce qu'il y a un mutant récent africain qui est un mutant incroyablement plus contagieux, plus fréquent, qui a amené une pandémie mondiale, qui est beaucoup plus mobile sur le plan du génome, capable d'intégrer des résistances. Et cette tuberculose-là, c'est pas la même que la tuberculose d'Afrique de l'Ouest, c'est pas la même parce qu'il y a un géotype, on appelle ça les géotypes. Et donc, en réalité, je pense que Mycobacterium tuberculosis, ça doit avoir 50 millions d'années. Et donc, la diversité des clones actuellement fait qu'on appelle du même nom maladies qui ont été des maladies extrêmement diverses, y compris sur le plan de micro-organismes. Donc, je pense que, et c'est comme ça. Tu vois, on a la même chose sur la typhoïde. Si tu as la typhoïde, tu as une particularité du sanguaire, où clairement la moitié des isolats de typhoïde, c'est un seul clone qui s'est répandu depuis une quinzaine d'années, qui donne quelque chose qui est infiniment plus virulent que tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Tu ne pourrais pas comparer la sensibilité à la typhoïde parce que ce n'est pas le même germe. Donc, pour les bactéries, je pense qu'il va y avoir une très très grande difficulté de sélection des groupes, parce qu'on parlera de choses qui ne sont pas les mêmes maladies, parce que les clones épidémiques ne sont pas les mêmes que les clones endémiques. Et je pense que c'est un vrai facteur de blocage que l'identification du phénotype. Non, tu crois pas? Oui, non, je suis complètement d'accord. En tout cas, sur la tuberculose pulmonaire, c'est un point dont je n'ai pas pu parler, mais sur lequel maintenant on réfléchit pas mal. Effectivement, on s'en rend compte la variabilité du microbe, de la souche, d'essayer de faire des études croisées, ce qui n'est pas simple évidemment, parce qu'on va raffiner la souche, évidemment, on va diminuer les effectifs à chaque fois. Donc, si les effets, ça permet de trouver des effets géniques qui sont plus forts, on peut certainement y gagner. Ça fait partie de cette meilleure définition phénotypique dont je parlais. Je suis complètement d'accord avec ça. Pour les pathologies mendéliennes, honnêtement, je ne suis pas sûr que la souche précise joue un rôle majeur. Je pense que
trouve si important que ce soit une pathologie. Voilà. Je pense que mais pour toutes les pathologies, les effets complexes, communs, et avec la possibilité de tout ça, je suis complètement d'accord. Parce que Pékin, si tu veux, avec Pékin, on a eu pour la première fois en Italie et en France, la première fois depuis 60 ans, des épidémies dans les écoles, avec Pékin, ce qui n'avait jamais, il n'y a pas de cas secondaire avec les tuberculoses les autres, c'est Pékin qui fait ça. Donc on voit bien que la susceptibilité de la population n'est pas la même que celle des tuberculoses endémiques. Et je pense que pour toutes les bactéries, on voit que c'est la même chose pour les staph, on voit que c'est la même chose pour les Escherichia coli, c'est la même chose pour Clostridium difficile. Et donc on voit que la susceptibilité, ce qu'on appelle une maladie en réalité, c'est un groupe de maladies et on est en train de disséquer, comme vous faites les SNP, nous on est en train de voir que les souches en réalité sont pas les mêmes. Et on disait que la maladie des Liemann-Pick avait été sélectionnée dans les ghettos chez Joseph Kénaz grâce à la prévention, parce que les formes d'hétérozygose protégées contre la tuberculose, ça a disparu comme théorie, ça c'est aussi un peu la même chose pour la mucoviscidose. Probablement, c'est en fait des hétérozygotes. C'est pour ça que c'était l'objet. C'est une discussion que j'ai gagnée aujourd'hui contre Michel Rancourt. On n'est pas terminé. Ça a été évoqué. Non, mais c'est quelque chose qui a été évoqué, qui n'a jamais été vraiment testé, mais on va regarder ça. Pour Liemann-Pick, alors ça, je suis moins au courant. Je ne pourrais pas te le dire, c'est possible, mais ça, c'est facile aussi. Par exemple, des exos, on peut regarder assez facilement. Liemann-Pick, par ailleurs, comme on a dit tout à l'heure, ça a été montré comme étant un facteur d'entrée critique pour les virus Ebola, les virus en général. Le LPCA, donc les homozygotes, en termes de fonction pour la immunité, par ailleurs, montre que le fait de ne pas avoir de LPCA protège contre l'entrée de Ebola, c'est une association très très parce que les homozygotes pourraient être protégés aussi, je ne sais pas. Tu veux dire quelque chose sur le mucoviscidose? Non, je m'abstiens. Non, je l'avoue, le prolongement de la même remarque sur la tuberculose, sur les courbes que vous montrez, les courbes historiques. Ouais. C'est ce que vous dites, mais juste au niveau, parce que c'est plus facile à repérer, c'est les espèces, quand même, les espèces sont pour l'instant plus faciles à repérer que les clones dans les espèces. Et donc, peut-être la place différence, mais ça peut toujours être testé, notamment en Afrique de l'Ouest, la place différence de tuberculosis cytosensu et de bovis, si on se replace dans les époques que vous avez évoquées, fin 19e, début 20e siècle, avec le fait que c'est pas strictement le même microbe, que c'est pas la même porte d'entrée, donc c'était une question, c'est en quoi ça peut éclairer, je ne sais pas comment on l'exprime, mais pour le dire autrement, est-ce que l'expression des différents gènes, et donc des défauts de gènes que vous observez, c'est une expression systémique, puisque vous parlez de cellules circulantes, de monocytes, de choses comme ça, ou bien est-ce qu'il peut y avoir des choses qui sont exprimées que dans tel ou tel tissu. Donc ça rejoint pour moi cette histoire de porte d'entrée qui est par exemple une tuberculose, peut être acquise bien entendu par aérosol et par voie immédiatement respiratoire et pulmonaire, mais également par exemple par voie digestive dans le cas de bovis, qui est quand même bien connu historiquement en Europe, et toujours actuellement en Afrique de l'Ouest, dans certains pays par exemple. Donc vous voyez s'il peut y avoir, est-ce qu'il peut y avoir des expressions topographiques ou d'organes de tel ou tel, certains des défauts que vous avez mis en évidence, et est-ce que cela peut modifier, comme vous dites, l'expression de la maladie? Alors sur le lien avec les défauts génétiques, là, je n'ai pas de réponse particulière à apporter. Maintenant, effectivement, pour bovis, ce qui est dit aussi, c'est ce qu'on observe parfois dans les régions du Nord. Il y a des formes ganglionnaires cervicales, par exemple, qui sont assez fréquentes dans certaines régions. On pense qu'effectivement, il y a dû à la gestion de lait contaminée par bovis avec un bagage. Donc ça joue un rôle sur la forme clinique, par exemple. C'est le cas, je ne sais pas si vous avez visité là-dessus, mais il est généralement dit effectivement ces formes ganglionnaires cervicales, par exemple, on observe dans certaines régions particulières. Pour être plus exactement ce que on travaille avec Elbovis. Sur un modèle qui m'a un intérêt très
très limité, puisqu'il y a 100 personnes d'études dans le monde actuellement, ni plus ni moins, avec une mycobactérie du groupe tuberculeux qui s'appelle Callitie, qui donne exactement ce que je vous dis, quand on vient de montrer par ailleurs qu'en effet, de façon expérimentale, elle peut contaminer l'animal par voie digestive et qui a comme caractéristique, sinon épidémiologique, elle est limitée à une région très précise du monde qui est Djibouti, Éthiopie, Somalie, la corne de l'Afrique. On peut se demander à la limite s'il n'y a pas dans les populations de corne de la corne de l'Afrique quand même un trait génétique. Oui, il y a un documentaire, ça a été montré par Sébastien Gagnoche. Effectivement, les gens, les immigrants qui gardaient leur souche de la tuberculose, en fait, une espèce de L'exposition, c'est militaire français. accommodation haute mycobactérique, qui fait que les gens qui immigrent dans un autre pays gardent les souches de la tuberculose, ils ont plus d'origine, plus volontiers. C'est la latence. Il y a une espèce de coévolution avec la population. Et je pense que globalement, c'est ce que vous faites, ça suit le même point que ce que nous, on est en train de regarder, c'est-à-dire qu'il va falloir revenir à la sémiologie. C'est-à-dire que nos niveaux de destruction actuels des maladies et des malades est insuffisant pour nous permettre d'identifier les phénotypes. Et je pense qu'une des clés actuelles, on a des outils technologiques qui sont faramineux, mais le niveau de l'observation est ridicule. Il est peut-être moins bon qu'au 19e siècle. Et donc on a un vrai problème, parce que le truc à prédire, c'est le retour de la sémiologie. Il va bien falloir se remettre à observer et à disséquer les choses pour pouvoir créer des phénotypes que l'on essaiera de corréler avec des génotypes et avec des microbes. Il y a vraiment une question de fond là, qui est la disparition de la sémiologie, qui est un authentique problème. On va être plus d'accord, on est noyé par des masses de data générées sans fin. Les gens réfléchissent plus effectivement à la base de l'étude qui est le phénotype. Et je pense que c'est pour ça que c'est noyé, c'est Giwas qui ont quand même c'est noyé dans un phénotype qui est très mal évalué. Parce qu'il y avait en plus avec les outils fantastiques qu'on a là d'analyse d'image et de photos, il faudrait multiplier les banques de données de photos et d'analyse en fait, qui fait comprendre les phénotypes. On a un vrai problème d'absence de compréhension. Très bien, merci encore.